Bonsoir à tout le monde. J'ai pas terminé la dernière fois véritablement la vidéo telle que je l'avais annoncée, puisque j'ai oublié deux, trois points que je devrais terminer maintenant. Euh, la France n'est pas seulement connue pour son rayonnement mondial en matière de droits de l'homme, puis à travers certains objets, à travers la voiture, l'aviation, récemment le paquebot France, le Concorde, mais aussi actuellement car on a en France des gens tout à fait exceptionnels en matière, par exemple, d'Internet. Et Internet, aujourd'hui, c'est devenu un des points majeurs de notre société. Et donc, actuellement, vous avez un monsieur qui s'appelle Rémi, qui est très jeune, en tous les cas qui le paraît, et que j'ai connu à l'époque de Attendez, je vais ajouter quelqu'un qui me rejoint maintenant, que je vais vous présenter aussi. Et donc, Rémi est un jeune garçon qui était au niveau ingénieur, au niveau de quelqu'un de très puissant, de très développé sur le plan de l'Internet et de l'informatique. Et je l'ai connu au début quand je commençais à créer le site web La Démosophie et qu'on avait besoin de quelqu'un qui relie nos idées du CNT et qui en même temps ait les connaissances pour nous aider un petit peu quand on avait des problèmes techniques. Et ce monsieur qui s'appelle Rémi a créé sa propre chaîne qui s'appelle Crowdbunker et il a fait un travail absolument extraordinaire. C'est vraiment la chaîne sur laquelle on trouve les informations qui naturellement se sélectionnent pour être quand même parmi les meilleures et en même temps qui est une garantie contre la censure. C'est-à-dire qu'à une époque où tout est surveillé, où la police est en permanence en train de travailler pour essayer de fermer les comptes, de bloquer les gens, etc., tous les lanceurs d'alerte ont maintenant un recours. Et ce recours majeur, c'est Crowdbunker. Donc notez bien ce nom-là. Je vais à la fin peut-être de cette vidéo le rajouter dans les commentaires. Crowdbunker est une opération informatique exceptionnelle. Et ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. On a des hackers exceptionnels, on a des gens en matière de l'intelligence artificielle qui sont extrêmement pointus et que certains pays voudraient bien nous emprunter. Donc il faut qu'on arrive à défendre tous nos droits. Et parmi ces gens exceptionnels, il y a des gens qui raisonnent, des philosophes. Et je vous présente aujourd'hui Sandrine, qui est avec nous, qui vient de nous rejoindre, et qui fait partie de ces gens dont on peut les qualifier de philosophes, c'est-à-dire des gens qui comprennent le sens de la vie, qui comprennent le sens profond des choses à un niveau supérieur. Et Sandrine a élaboré un système de tribunal populaire, un système de tribunal populaire qui respecte à la fois le droit des gens de vivre en société, y compris le droit de ceux qui ne veulent pas vivre en société. Et donc, qui a mieux, bon, elle va vous l'expliquer mieux que moi, mais elle a ce schéma parfaitement orchestré dans sa tête qui nous ouvre une porte, car on sait à quel point la justice est complètement vérolée en France et à quel point il faut complètement réviser tout le système. Ça, c'est la chance qu'on a d'avoir avec nous Maître Fortable Abattu, qui est exceptionnel dans ce domaine et dans les analyses profondes, c'est-à-dire qu'il fait partie de ces gens, au-delà de la robe d'avocat, qui sont des penseurs, des vrais penseurs. Et donc, les vrais penseurs, les philosophes, sont des gens qui sont capables de voir les choses à une autre dimension, à un autre niveau. Et c'est avec des gens comme ça qu'on est en train d'élaborer un schéma d'institution judiciaire qui ferait que les Français se sentent enfin en confiance dans leur pays. Car aujourd'hui, tout le monde a peur de la justice, tout le monde sait à quel point elle est complètement folle, à quel point elle remet en liberté des pédocriminels, à quel point elle est capable d'enfermer des gens qui n'ont rien fait. Donc tout ça, il y en a tellement marre, et tellement de gens maintenant en ont marre, qu'il est temps de changer un peu les concepts. Alors, je laisse la parole maintenant à Sandrine et je vous parlerai après de ce qu'on prévoit de faire très bientôt. À vous, Sandrine. Et bonsoir à tous, vous m'entendez? Dites-moi que vous m'entendez, s'il vous plaît. Éric, vous m'entendez ou pas? On vous entend très bien, ça fonctionne bien. Ah, d'accord, parce que j'ai souvent on n'a pas besoin d'appeler Rémi.
Donc, oui, effectivement. Bonsoir à tous déjà. Donc, moi, je ne vois personne excepté Eric. Donc, comme c'est en direct, c'est la première fois que je viens sur StreamYard, c'est ça? Oui. StreamYard. Donc, je ne vous vois pas, mais bonsoir à vous tous qui êtes présents. Effectivement, comme l'a évoqué Eric, je me suis lancée principalement l'année dernière, dans un tribunal populaire qui permettait au peuple de se mobiliser et de faire respecter ses droits et libertés. Ce tribunal populaire n'a pas rencontré un grand succès dans la mesure où je pense que la population n'était pas suffisamment préparée à cette reprise de souveraineté parce qu'elle est encore sous le joug d'une manipulation mentale qui lui laisse penser qu'aucune porte ne peut s'ouvrir et qu'elle est toujours en danger si jamais elle s'oppose. Donc j'ai mis ce tribunal populaire en stand-by, bien que mon site soit toujours actif et le texte s'y trouve toujours. Mes convictions sont les mêmes. Évidemment, pour moi, il n'y a pas de changement sans prise de conscience et la prise de conscience commence à s'amorcer parce que les événements douloureux se succèdent et obligent un grand pan de la société à se réveiller. Et donc, effectivement, je connais aussi Éric Fiorilde pour son combat qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, qui est un homme très courageux, très volontaire et très déterminé, qui est revenu vers moi avec dans l'idée de traiter une première affaire parce qu'on a effectivement la difficulté de mobiliser du monde. Et donc, il faut peut-être un premier élan, une première ébauche du dessein de la liberté, j'irais vous dire, en traitant par et pour le peuple une première affaire et donc la sienne. Donc, il saura mieux que moi vous expliquer de quelle façon ça va s'articuler, parce que là, il ne relève pas du tribunal populaire tel que je l'avais souhaité, c'est-à-dire en mobilisant l'ensemble du peuple français pour réaffirmer ses droits dans toutes les mairies de France, mais de procéder par étapes en commençant par une première affaire qui se traiterait à Angoulême. Voilà. Je laisse donc Éric poursuivre. Merci Éric de m'avoir donné la parole. Merci à vous. Eh bien, comme vous le voyez, Sandrine fait partie de ces gens qui sont des penseurs, qui sont capables d'élaborer les schémas qui peuvent être ensuite introduits dans nos institutions, comme l'ont fait nos ancêtres dans les années 1780 et qui ont abouti à créer une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et je vais vous rappeler une phrase que beaucoup de gens attribuent à Rothschild, en disant Rothschild avait dit « Faites toutes les lois que vous voulez, moi, à partir du moment où je contrôle la monnaie, j'en ai rien à foutre. » Eh bien, en réalité, cette phrase n'est pas de Rothschild, elle est d'une femme écrivain qui avait noté ça dans son livre et la phrase a été attribuée à Rothschild. Mais elle reflète surtout ce qu'on appelle la République. Le principe de la République, c'est exactement celui-là. Si vous avez de l'argent, vous êtes en dehors de loi. Et les lois, vous n'en avez rien à faire. Et ça, c'est le principe de la République. Et depuis, ça fonctionne comme ça depuis Napoléon. Et si on en prend conscience aujourd'hui, c'est encore pire. Regardez tous les pédocriminels qui sont dénoncés sur les réseaux sociaux, qui sont dénoncés par les citoyens qui ont été victimes. Et malgré tout, combien d'arrestations est-ce que vous avez vu? Il n'y en a pas. Et les pires des pédocriminels, ceux qui alertent, qui gèrent des réseaux entiers, sont en toute sécurité, tranquilles chez eux, en train de nous écouter, de rigoler. Ils ne risquent rien et ils le savent. Pourquoi? Parce qu'on a une justice qui est totalement trichée depuis le départ. Donc, je vais vous donner un exemple et des exemples extrêmement simples. Vous avez un texte de loi au départ qui détermine le fonctionnement de la France, qui estime qu'on doit avoir des institutions séparées, l'exécutif, le législatif, et la voie judiciaire doit rester indépendante. Expliquez-moi comment peut être indépendante la voie judiciaire quand c'est le chef de l'État qui choisit les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Quand il établit un ministre de la Justice, et c'est lui qui le choisit et qui le met en place. Il y a une triche permanente de la part de l'État, c'est-à-dire du gouvernement, par rapport à la loi française. Et la loi française réelle, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En m'appuyant sur cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, j'avais constaté qu'effectivement, il y a un abandon complet des droits. Or,
il faut lire l'article 16, qui est, lui, l'article le plus important peut-être dans notre cas. L'article 16 de cette Déclaration des droits de l'homme dit bien que la Constitution n'est valide qu'à condition que les droits fondamentaux et sacrés soient respectés par le gouvernement, donc la propriété, la sûreté, la liberté et le droit de résistance à l'oppression. Ça, ce sont les 4 droits de tous les êtres humains de la France, de tous les Français. Vos droits. À partir du moment où vous rentrez chez vous, que quelqu'un s'est introduit et que vous ne pouvez pas appeler la police pour le déloger, votre droit, il est violé. À partir du moment où vous ne pouvez plus sortir le soir en jupe à 9 h du soir, nulle part, parce que vous êtes toujours menacé ou en danger, par les voyous, par l'absence de sécurité, alors vous n'avez plus non plus droit à la sûreté. Quant à la liberté, il suffit d'écrire un mot de lèse-majesté, c'est-à-dire que vous traitez Macron d'un nom qui ne lui plaît pas, et le lendemain, vous avez les flics à la maison. Et vous avez des personnes de 60-70 ans qui ont vu des flics débarquer chez eux à 6 h du matin, les réveiller, chambouler leur vie, leur maison, etc., pour une perquisition parce qu'il avait écrit un mot qu'il ne fallait pas sur Facebook. Donc, tous vos droits ont été annulés. Ça, c'est un premier constat. Et le deuxième constat qu'exige la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est que, à partir du moment où les règles profondes de la France, donc de séparation des pouvoirs, et en même temps de respect de la loi profonde de la DDHC ne sont pas exécutées, en fait, il n'y a pas de constitution. Il n'y a plus de constitution. Et un dirigeant qui ne reconnaît plus la DDHC alors que c'est elle qui l'a fait élire, eh bien, c'est un dirigeant qui n'est plus le dirigeant du pays. Donc, en constatant tout cela, eh bien, j'ai cherché quelle solution. La solution, il n'y en avait pas au départ. Au moment où Sarkozy a violé le traité de Lisbonne, il n'y avait pas, juridiquement parlant, rien de prévu. Donc, il fallait revenir à ce moment-là au Conseil national de résistance, c'est-à-dire au principe de se dire le peuple se soulève contre des dirigeants qui violent la loi. Donc, je suis arrivé à ce moment-là en France, suite à une réunion internationale. Je suis venu en France avec ce texte sous le bras. Et en me documentant, j'apprends que Sarkozy a créé un précédent, donc il fallait le savoir. Sarkozy a voulu attaquer la Libye, ce qui l'arrangeait bien pour faire disparaître Kadhafi et plus parler de l'affaire d'argent. Donc, il a déclenché une guerre contre la Libye en toute illégalité, c'est-à-dire hors du droit international. Les Américains, quand ils ont vu ça, ils ne s'y sont pas opposés. Ils ont dit bravo mon petit gars, mais maintenant on veut notre part. Et donc on veut nos 50%. 50% du pétrole, 50% de tout l'argent et surtout du trésor. Kadhafi avait accumulé un trésor en or qui lui garantissait de pouvoir maintenir plusieurs pays d'Afrique. Et donc ça, il fallait le détruire. Donc les Américains ont dit mon petit gars, si tu veux tout ça, il faut partager. Et Sarkozy, il n'a pas eu le choix puisqu'il avait la menace d'avoir le Conseil de sécurité de l'ONU contre lui. Il a accepté et en échange, les Américains ont trouvé une nouvelle formule qui consistait à dire plutôt qu'un conseil de résistance pour qu'un peuple puisse se révolter contre des dirigeants malhonnêtes, alors il faut maintenant un peu plus que cela. Il ne faut pas seulement qu'on établisse un mouvement de révolte, comme ça a été le cas en 1789, il faut aussi que l'Assemblée constituante, c'est-à-dire donc les groupes qui vont pouvoir créer une nouvelle constitution, puisqu'il n'y en a plus qui soit valide, il fallait que le groupe qui crée une nouvelle constitution puisse réunir tout l'ensemble du peuple. Rappelez-vous qu'en 1789, il y avait plusieurs factions. Et de toutes ces factions qu'il y avait de groupes qui voulaient établir une nouvelle constitution, 2 principaux ont été notés dans vos livres d'histoire, et vous vous en souvenez sûrement, c'était les Jacobins ou les Montagnards. Les Montagnards ou les Girondins, c'était pareil. Donc, voilà, il y avait 2 groupes, et finalement, c'est les Jacobins qui ont gagné parce que c'était la franc-maçonnerie qui était appuyée à ce moment-là avec l'argent de Rothschild. Donc, aujourd'hui, avec ce schéma, on a pu déterminer que l'idéal maintenant, ce serait de transformer
un conseil de résistance en Conseil national de transition, parce que c'est la dénomination admise par l'ONU. Et donc, admise par l'ONU, ça veut dire que toute modification dans n'importe quel pays du monde est reconnue automatiquement par 192 nations dans le monde. Ce qui veut dire qu'en déclarant un Conseil national de transition, on est dans les normes internationales et du droit international. En même temps, ça nous permet d'avoir à la fois une assemblée constituante qui compose de tout le peuple, donc là, il n'y a pas de faction, c'est tout le peuple de France, et en plus, qui est l'autorité suprême du pays en attendant que la Constitution soit choisie, soit déterminée. Et donc, étant l'autorité suprême, c'est comme ça que par les jeux juridiques, je me suis retrouvé président de la France. Et c'est immédiatement ce qui a alerté forcément les hauts dirigeants, parce qu'on a proclamé ce Conseil national de transition en 2015. On l'a immédiatement déclaré à l'ONU, ce qui fait que ça y est, c'est enregistré, c'est définitif. Et donc, ce qu'il fallait pour les politiciens, c'était absolument empêcher que le peuple soit au courant, soit informé. Alors, immédiatement, ça a été non-réponse, ça a été interdiction absolue aux journaux et aux médias d'en parler, et surtout faire le silence absolu. Comme je suis un petit peu têtu, ben, j'ai quand même continué. J'ai essayé de déclencher un rassemblement le 14 juillet. Ensuite, j'ai déclenché pratiquement tous les 2 ans un nouveau mouvement pour essayer d'avertir. Donc, une grande déclaration à Paris avec une invitation au préfet de police de Paris en me disant, bon, peut-être qu'il y a des gens intègres dans la police, ce sera l'occasion de les récupérer. Effectivement, j'avais une trentaine de policiers qui sont venus, mais pas le préfet de police. Et puis, on a continué comme ça jusqu'à ce que j'annonce, attention, parce que pendant ce temps-là, le nouvel ordre mondial, lui, il avance, et il avance très dangereusement, puisqu'ils ont prévu une fausse pandémie qui allait permettre d'empoisonner les populations. Et donc, méfiez-vous, ça va arriver très bientôt. Ça, c'est ce que je disais en 2017, 2018. Et en 2019, j'ai annoncé qu'on allait faire une conférence à Paris, place de la Concorde, pour avertir tous les Français, surtout attention, ne vous faites pas vacciner. Et quand je déclare ça pour 2020, j'arrive à Paris et là, la police politique m'attendait, m'a arrêté, m'a mis en prison. Bon, après le reste, vous connaissez. Mais sachant et constatant que ça fait maintenant 6 ans qu'ils m'ont emprisonné et que je suis toujours emprisonné. Je suis emprisonné au départ dans les pires conditions des prisons. Ensuite, lorsque on a quand même fini par obtenir que je sois en liberté surveillée, je suis en assignation consignée à domicile. Donc, je n'ai pas le droit de bouger d'un petit village de Charente, d'où je ne peux pas sortir, d'où je ne peux rien. Je n'ai pas le droit de faire de conférences, je peux pas bouger en France, je ne peux même pas avoir le droit d'aller voir ma famille, qui est 2 départements plus loin, je n'ai pas le droit d'y aller. Donc, c'est insupportable et tout ça est complètement en dehors des lois. Mais si on prend le code juridique tel qu'il le rédige, avec les lois qui s'accumulent tous les jours, ils en rajoutent pour justifier ce qu'ils font. Et donc, en s'en rajoutant comme ça sans arrêt des lois leur donnant plus de droits, ben, on se retrouve dans une situation où je ne vais jamais en sortir. Puisque quand j'arrive à obtenir un jugement qui condamne ce procureur véreux qui a servi à Macron, un jugement qui condamne leur attitude, un jugement qui permet pour moi de retrouver toute ma liberté, et en même temps une réparation, parce que ça m'a coûté très cher. Et donc, je veux ce jugement, et lorsque j'arrive pour enfin obtenir ce jugement après 6 ans d'attente, lorsque j'arrive au jugement, c'est pour entendre un juge dire non, finalement, on va le reporter à 1 an plus tard, enfin pratiquement 1 an. C'est une histoire de fou, et une histoire de fou dont je veux sortir. Pour en sortir, on a imaginé, grâce à Sandrine, l'utilisation d'un tribunal populaire. Pourquoi? Parce que déjà, on avait fait un premier pas dans ce sens-là en ayant créé un droit international des peuples. Ça a été l'objet, le sujet majeur du procès de Milan, où on s'était retrouvé avec de nombreux Français qui ont voulu participer et qu'on a déterminé le droit des peuples. Donc ce droit qui devrait passer en droit international,
mais qui pour l'instant est cantonné à notre travail en France. Et de ce tribunal, lorsque on découvre une personne comme Sandrine qui a à la fois les connaissances, à la fois la pensée juste et à la fois la compréhension de ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est-à-dire la conscience de ce qu'est un nouvel ordre mondial qui se trouve derrière nos dirigeants, c'est l'opportunité pour moi de retrouver ma liberté, pour les Français d'ouvrir une porte nouvelle sur une nouvelle institution judiciaire qu'on va essayer de faire passer directement par la haute magistrature pour que ça rentre dans les mœurs, que les criminels, les vrais criminels, ne soient plus relâchés l'après-midi même du matin où ils sont arrêtés, qu'on retrouve une vraie justice, une justice dans laquelle tout le monde a besoin d'avoir confiance. On a besoin de se sentir jugement. Si on doit être jugé, on veut être jugé équitablement et au nom du peuple français. Ce qui veut dire que n'importe quel jugement doit logiquement avoir l'approbation de tout élément de la société française. Donc, quand vous voyez un jeune qui a du mal à finir les fins de mois et qui vole un paquet de pâtes et qui prend 3 mois de prison ferme par un juge qui le lendemain remet en liberté immédiate un mec qui vient de violer une gamine, alors n'importe quel Français se dit 3 mois de prison ferme pour un mec qui a acheté 2 paquets de pâtes, qui a volé 2 paquets de pâtes pour nourrir sa famille, c'est quand même un peu exagéré. Ensuite, et puis surtout, ça va rien arranger, ni que ses enfants vont manger, ni que ça va rien solutionner, sinon aggraver la situation. En revanche, un mec qui a violé une gamine et qui peut recommencer le lendemain, celui-là, pour l'instant, on ne relâche pas. Ça, c'est la réaction normale d'un peuple français et j'espère de toute personne de ce peuple. Or, aujourd'hui, on a une justice qui fonctionne à l'envers. Et là, on arrive à des débordements extrêmes et je suis en train de le vivre. Car arrêter un homme de 71 ans pour le mettre brutalement en prison à Fleury-Mérogis, au milieu de voyous de la pire espèce, pour m'enfermer dans une petite cellule de 6 mètres carrés sans aucun droit de communiquer, sans droit de communiquer avec un avocat, sans contact avec personne, enfermé dans les conditions les pires, et vivre ça, croyez-moi, c'est très difficile, très dur. Et en plus, je ne vous dis pas les autres circonstances telles que les humiliations, les fouilles, à quel point on vous rabaisse, vous n'êtes plus un être humain et on vous le montre bien. Et en même temps, on s'arrange pour vous mettre dans une cellule avec les gens les plus dangereux. C'est-à-dire que vous passez votre vie à 70 ans à espérer chaque soir que dans la nuit, il ne va rien se passer, que le lendemain, vous allez vous réveiller. Quand on vous oblige à vivre tout ça, alors on a forcément une haine contre ce système judiciaire, surtout qu'il est d'une injustice totale. Alors on parle de justice et on est en permanence dans l'injustice. Tout le système pénitentiaire est complètement fou, est complètement anormal. Et je ne parle pas ensuite de toutes les réactions et de tous les outils que se crée la justice elle-même pour se justifier. Par exemple, vous avez un procureur qui invente une histoire complètement abracadabrante contre moi. Il invente cette histoire, je ne sais pas si c'est dans la nuit ou si c'est Macron directement qui lui a soufflé, invente une histoire qu'il a acheté des armes de guerre. Comme la guerre avec l'Ukraine a commencé, ou allait commencer, ça tombait très bien. Et donc, il me met que j'ai acheté des avions Rafale, des Charles Leclerc, des sous-marins atomiques, je ne sais pas quoi. Mais c'est complètement invraisemblable. Mais le pire, c'est pas seulement le procureur qui invente une histoire comme ça, abracadabrante, pour me mettre en prison. C'est de trouver un juge qui accepte ça sans aucun élément. Parce que n'importe quel juge sensé, une personne sensée, elle se dit, vous l'accusez d'avoir acheté des armes de guerre. Bon, ok. Il y a un bon de commande, il y a un virement bancaire, il y a, montrez-moi un document quelconque, quelque chose qui indique ça. Non, le mec, il peut rien présenter. Mais au bout d'1 an ou de 2 ans, quand il reconnaît, enfin non, il a fallu 5 ans pour qu'il finisse par reconnaître qu'il avait inventé cette histoire, il n'écrit pas j'ai inventé cette première histoire pour l'accuser de quelque chose et le mettre en prison. Ça, il ne l'écrit pas. Ce qu'il écrit, c'est on n'a pas les preuves, donc on le relaxe. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il a fait bien son travail et qu'il n'y a pas de preuves contre moi que j'ai acheté des armes de guerre? C'est invraisemblable de cacher son mensonge de cette façon. Plutôt que de dire j'ai inventé, non,
on le tourne à la façon juridique. Et ça, c'est la technique maçonnique. C'est les principes de rhétorique maçonnique qui s'enseignent dans les loges et de laquelle sortent la plupart des politiciens. Donc, c'est un monde dont, en plus de cela, sur le plan général, je crois que la plupart des Français prennent de plus en plus conscience que notre monde est complètement vérolé et qu'il l'est par les politiciens. Et les chefs des politiciens sont les chefs des réseaux pédocriminels, sont les chefs de l'ASE qui permettent les enlèvements d'enfants sans aucun motif, d'enlever des enfants à leur famille. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Ça sert aussi à menacer les familles de leur enlever leur enfant parce qu'elles refusent de le vacciner. Et donc, en même temps, ça permet de favoriser les laboratoires, etc. En même temps, ça permet aussi d'interdire l'école à la maison. Tout un tas de motifs qui vont tous dans le même sens, détruire l'enfance. Or, ça, c'est notre monde actuel et il faut absolument qu'on puisse en sortir. En déclenchant un tribunal populaire avec l'appui des sommités parmi les magistrats, parmi les docteurs en droit, des gens comme ça qui vont participer à la mise au point d'un nouveau système judiciaire, alors on va se retrouver avec tout d'un coup une institution judiciaire qui redevient propre. Vous avez pu constater, si vous passez du temps sur Internet, qu'on a déjà ce travail de fait, c'est-à-dire qu'on a déjà l'information citoyenne qui nous permet d'être informés des réalités. Quand la télé vous dit il y a machin qui arrive avec des vaccins, il est urgent de sortir un vaccin contre l'antivirus à cause des 3 cas qu'on a trouvés, etc. Il n'y a rien, rien. Donc, si vous écoutez la télé, vous avez déjà plein de gens qui sont prêts à aller à l'hôpital pour demander s'il y a déjà le vaccin. Et à côté de ça, vous avez la grande majorité des gens qui vont sur CrowdBunker, par exemple, ou sur d'autres chaînes libres sur lesquelles ils s'informent et qui découvrent que la personne n'est pas du tout morte de l'antivirus, celle qui est décédée, que le mec, il est dans un bateau, il est reçu par des mecs en combinaison spatiale, comme s'il sortait du laboratoire pour l'examiner, mais juste à côté de lui, il y a des flics qui sont tout naturels, qui n'ont même pas de masque ni rien, et un tas de témoins autour, et qui voient le mec sortir du bateau. Et ensuite, le même mec qui, soi-disant, représente un danger d'une épidémie mondiale, on le met dans un avion sans aucune protection au milieu de tout le monde. Et quand il arrive à Paris, par contre, on remet le couvert avec des mecs qui remettent les combinaisons spatiales pour aller l'accueillir. Donc, c'est un vrai foutage de gueule. Mais un foutage de gueule qui marchera sur tous ceux qui ne font que regarder la télévision ou ouvrir leurs journaux, car télévision et journaux, tout ça marche ensemble. Alors, quand on arrive à un tel point de ras-le-bol, avec en plus une société dans laquelle vous ne pouvez plus vivre normalement, c'est-à-dire que dans le temps, il y a plein de gens qui vivaient normalement en famille, etc. Puis de temps en temps, dans le mois, ils s'offraient 2-3 fois un restaurant, un petit plaisir, quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a plus, c'est fini. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Les gens maintenant comptent tout, sont au sou pour sou. Et pour achever le tout, vous avez maintenant une échéance. Et ça, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et je vous invite à regarder la vidéo qu'a faite à cet effet Tatiana Ventose. À la fin, je vous écrirai son nom dans les commentaires. Tatiana Ventose a fait une vidéo pour expliquer que ça a été signé au Conseil européen que désormais, à partir du mois de septembre, toutes les facturations devront être numériques. Et automatiquement, puisque toutes les facturations seront numériques, vous ne pourrez plus rien acheter, vous ne pourrez plus rien commander, même sur Amazon, etc. Vous ne pouvez plus commander de livres ni rien, sans que automatiquement vous ayez l'obligation de payer en numérique. Or, pour payer en numérique, vous aurez l'obligation de contracter un contrat avec les sociétés habilitées à gérer la facturation numérique. Donc l'astuce, elle est très bien montée. Hein. Qui sont les propriétaires de ces sociétés? La haute franc-maçonnerie. Parmi cette haute franc-maçonnerie, il n'y a pas seulement des sociétés européennes, il y a même une société chinoise qui veut profiter du gâteau. Et donc tout le monde va être obligé de passer par là pour régler n'importe quelle facture et automatiquement, ça veut dire qu'on n'aura plus d'argent en espèces. Alors ça, ils ne l'annoncent pas dans la première mesure,
c'est ce qui va en découler naturellement. Car quand vous n'aurez plus le droit de payer autrement que par le numérique, bah, l'espèce ne pourrait même pas vous en servir pour acheter le journal. Vous ne pourrez plus rien faire avec. Et quand vous irez manger au restaurant, il faudra qu'il y ait tous les détails pour qu'on sache avec qui vous étiez au restaurant, etc. Donc il y a aussi abandon total de la vie privée. Avec une autre loi qui s'y ajoute, c'est celle maintenant des voitures automatiques avec surveillance interne de la voiture. Donc, si vous emmenez une copine, bah, votre femme, elle le saura, parce qu'immédiatement, ils vont pouvoir visiter ce que vous faites dans votre voiture, pour voir vos gestes, vous surveiller dans votre voiture et savoir qui vous emmenez dans votre voiture. Mais c'est quoi ce monde-là? Alors, ceux qui veulent bien de ce monde, vous allez avoir à voter. On va vous présenter les payasos en espagnol, les clowns habituels, qui vont tous vous dire avec moi ça va changer. Vous allez avoir des mecs qui vont vous dire moi je suis pour le peuple, par le peuple, et qui emploieront la formule habituelle pour vous dire maintenant c'est le peuple, etc. Mais votez pour moi pour que je mette ça en place. Vous allez en avoir plein. Et puis vous avez un fou, c'est moi, qui va vous dire clairement les choses. La République n'existe plus, elle a disparu juridiquement de notre Constitution, donc on est exactement aujourd'hui comme on était en 1789, dans l'attente de la création d'une Constitution. Et moi, ce que je vous propose, c'est que ce soit vous qui rédigiez cette Constitution. Alors, quand vous prenez 65 millions de Français, dont pour l'instant qu'une toute petite partie est informée, malheureusement, puisqu'on est limité à Internet, mais en revanche, si on arrive demain à avoir le droit d'utiliser la télévision, ce seront 65 millions de personnes informées, parmi lesquelles vous avez plein de gens qui ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe, plein de gens qui ont encore assez d'argent pour vivre tranquillement et qui s'en foutent, des gens qui se disent je ne suis pas capable, ce n'est pas mon sujet, ça ne m'intéresse pas, et il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi, mais vous avez plein de ces gens qualifiés justement qui n'attendent que ça. Et en ce moment, on est en train de réunir comme principe gouvernant de la France toute la liste de tous ces gens qualifiés. Et tous ces gens qualifiés, il ne manque plus que la structure, l'organisation, pour que tous ces gens puissent participer librement, bien sûr, puisqu'il n'est pas question de forcer quelqu'un à abandonner son métier de médecin ou son métier d'avocat ou quoi que ce soit, mais de lui permettre, parce que vous avez souvent des gens qui arrivent à la retraite, qui ont en pleine possession de leurs moyens. Vous avez plein de médecins à 65, 70 ans qui font un travail fabuleux. Et ces gens qui vont se dire, bah, maintenant j'ai une possibilité, plutôt que de prendre une retraite et de rester comme un con chez moi, si je peux être utile à toute la société humaine avec mes connaissances, bah, je vais me mettre à volonté à disposition de cette société humaine. Et on l'a, ça. On a tous ces gens majeurs qui ont la connaissance, l'information. On les a en santé. On a déjà rédigé une première liste. Vous pouvez aller sur le site web, lire tous ceux qui ont été sur cette liste. Et cette liste, mieux que tout, ce n'est pas une liste qu'on vous met à disposition pour laquelle vous pouvez choisir dedans. C'est la liste que vous-même vous avez composée. Car on a lancé l'information, donnez les noms que vous voulez, ce sont les gens que vous avez envie de voir gouverner la France en matière de médecine. Donc, le ministre de la Médecine, il est déjà là. Vous l'avez déjà dans une commission d'une cinquantaine ou de peut-être 20 ou 30 médecins que vous avez choisis et qui sont, eux, ceux qui vont diriger la médecine demain. Et vous aurez la même chose en matière de justice, la même chose. Alors, pour la justice, ça va être très bientôt, ça va être le 27 juin qu'on met en route le programme. Donc, on offre une structure, on offre une organisation pour de tout cela qu'il en sorte un conseil de sages qui va gérer la France jusqu'au jour où les Français auront décidé d'une nouvelle constitution. Je suis harcelé en ce moment par pas mal de mouvements qui voudraient bien que je m'ajoigne à eux, par des gens qui sont des royalistes, qui voudraient bien que j'admette le roi machin ou le roi, parce qu'ils sont 3 ou 4 à prétendre être les véritables rois de France. Donc, entre ces 3 ou 4, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Ils sont pleins à me solliciter. Et en même temps, dès que je leur dis non, dès que je leur dis, moi, je ne m'intéresse pas à la politique, je ne veux pas en faire, ce qui m'intéresse, c'est instaurer cette structure, mettre en place une structure où les gens choisissent librement ceux qui seront leurs dirigeants.
et où les gens choisissent librement les lois avec lesquelles ils vont vivre. Ils vont plus supporter les lois d'un soi-disant supérieur. À l'époque des rois, c'était encore compréhensible. On leur disait le roi, il était choisi par Dieu. Bon, ceux qui le croyaient voulaient donc obéir à ce roi et c'était un principe, pourquoi pas. Maintenant, aujourd'hui, je crois qu'il y a des gens qui pensent autrement, qu'on est dans des pays avec les communications et autres qui nous donnent la possibilité d'avoir toutes sortes de gens qui ne sont pas de notre nationalité, qui sont d'une autre nation, parfois d'autres cultures, et ces gens ne veulent pas forcément épouser ils veulent épouser la culture, le pays et les lois du pays, mais ils ne veulent pas épouser pour autant la religion ou les croyances ou tous les aspects subjectifs qui s'y mêlent. Donc, tous ces gens-là doivent pouvoir librement pouvoir y participer. Alors voilà, ce schéma que je défends depuis presque 20 ans, qui m'a valu de la prison, qui m'a valu les humiliations et les souffrances que j'ai vécues, qui m'a valu d'être totalement ruiné. Aujourd'hui, soit ils finiront par m'abattre, c'était l'ordre qu'ils avaient les derniers et j'y ai échappé, donc je suis toujours vivant. Euh, les prochains, ils ne vont pas me rater à mon avis. Mais en attendant, je suis là et je vais aller jusqu'au bout de cette idée parce que c'est le seul futur de l'humanité. Le seul futur de l'humanité, c'est la démosophie, c'est-à-dire non pas le concept de démocratie qui signifie volonté de pouvoir, donc chacun fait la course pour être au-dessus de l'autre. Démosophie, c'est une volonté de coopération. C'est une idée totalement différente où l'humanité tout entière ne cherche pas à se dominer les uns les autres comme ils le sont en train de le faire entre l'Iran, Israël et les USA, ou entre la Russie et les Américains. Tout ça, c'est un monde passé, c'est un monde d'enfantillage, de gaminerie. euh, L'homme adulte, il est conscient que l'homme est différent de l'animal parce qu'il a la parole. La parole lui permet d'exprimer sa pensée, car les animaux ont aussi la pensée et le sentiment, mais ils n'ont pas la parole pour l'exprimer. Nous, on est la variété animale qui a cette faculté de parler. Et grâce à la parole, de faire évoluer notre pensée. Et on s'en aperçoit au cours des siècles, au cours du temps, au cours de notre simple vie. Chaque personne se rappelle de sa toute petite enfance où, ne sachant pas parler, il n'avait pas les idées complètement formées, il n'avait pas le jugement complètement formé. Mais plus il a évolué, plus il a grandi, et plus il a évolué, plus sa pensée s'est affinée. Et donc, nous, on a cette capacité exceptionnelle, et c'est ça la démosophie. Et c'est la possibilité d'unir tout cela en un système harmonieux, où quand on ne cherche plus à monter sur le dos du voisin, on cherche plutôt à lui tendre la main. Et ça, c'est notre vraie nature. Car notre vraie nature en société, c'est d'aider notre voisin. Combien de gens sont capables de passer devant une personne blessée au bord de la route et de ne pas lui tendre la main? Personne. Tous les êtres humains normaux, immédiatement, vont tendre la main, vont voir l'appui ou l'aide qu'ils peuvent apporter. On est aujourd'hui dans un système où ceux qui sont capables de passer devant un enfant blessé ou une personne qui lui demande un verre d'eau qui est au bord de la route et qui sont capables de passer et de ne pas lui donner ce verre d'eau, de ne pas tendre la main à ce gamin qui a besoin d'aide, celui-là, c'est un malade mental. Normalement, les malades mentaux de cette sorte, on appelle ça des psychopathes, qui sont totalement dépourvus d'émotions, qui sont capables de se gaver d'un grand plat en voyant un môme crever de faim à côté et de le regarder avec avidité, et il continue à manger, il ne lui donnera pas une bouchée, parce que c'est la vraie nature du psychopathe. Alors normalement, on les met en hôpital psychiatrique, on essaye de les soigner, ou alors on les met comme procureur de la République ou comme préfet. Et là, vous avez les meilleurs préfets, les meilleurs procureurs de la République, parce que ceux-là sont capables de tout, sans aucune limite. Et regardez les réseaux pédocriminels, ils sont tous gérés et animés par les pires criminels qui soient, qui sont capables de, vous l'avez vu avec l'affaire Epstein, et Epstein, c'est un cas qui a été mis en avant et donc sur lequel on charge un peu la mule, mais ils sont des centaines comme lui. Ils sont des centaines. Et cela, vous n'en entendez pas du tout parler parce qu'ils sont protégés par la police et la justice. Et vous avez de temps en temps un policier qui découvre qu'on l'utilise à cacher le crime. Et ce policier, quand il se révolte, ben, il finit au fond d'une rivière avec les deux mains attachées dans le dos et les jambes entravées.
Et vous aurez toujours un procureur derrière pour dire il s'est suicidé. Comme l'autre qui s'est tiré 2 balles dans la tête, il s'est suicidé. Et des procureurs capables de vous dire qu'ils sont suicidés, vous en avez en pagaille, parce que c'est ça le métier de procureur. C'est d'être un psychopathe qui peut s'assumer, faire le plus de mal possible, et en même temps qui obéit servilement à ses maîtres, à ses patrons. Et ces gens-là, c'est les pires criminels qui soient, à mon sens. Et au-dessus de lui, vous avez le préfet, qui est exactement le même. Et tant qu'ils sont sélectionnés par cette secte de la franc-maçonnerie qui les sélectionne pour qu'ils soient là, alors on est complètement coincé dans le système actuel. Et c'est pour ça que le 27 juin à Angoulême, on a réservé une salle à l'hôtel Mercure. Vous aurez la possibilité de nous rejoindre. Vous aurez la possibilité d'être vous-même les juges. Car le principe que Sandrine a lancé, c'est celui d'un tribunal populaire. Qu'est-ce qu'un tribunal populaire? Eh bien, c'est une situation claire et complètement avérée, présentée à l'ensemble des juges, et vous allez tous être ces juges, sous la conduite d'un président du tribunal qui va être assisté par plusieurs assesseurs qui seront vous-même, qui allez vous choisir vous-même, vous offrir, et qui seront tirés au sort si vous êtes trop nombreux. Et ensuite de cela, la situation est exposée de A à Z en clarté totale. Et après, c'est vous qui jugez. Et si vous jugez que je dois retourner en prison, vous allez m'y renvoyer. Mais si vous jugez que c'est complètement anormal et que ce que j'ai vécu, c'est horrible, alors vous allez aussi pouvoir le décider. Mais c'est vous qui allez le décider, et librement. Ce président du tribunal n'est là que pour organiser les débats, organiser les questions et vous permettre de les poser librement. Mais vous allez avoir un vrai rôle de juge. Et ça veut dire que on va pouvoir entériner tout ça sous une forme juridique parfaitement légale, avec l'appui d'autorités, de docteurs en droit, de spécialistes, qui vont pouvoir mettre ça en forme qui puisse être admissible dans le système actuel pour que toutes les grosses erreurs puissent être modifiées. Alors, parmi ces très grosses erreurs flagrantes des juges, par exemple, qui vont condamner un gamin à prendre 3 mois de prison pour avoir volé un paquet de pâtes. L'autre, il a trafiqué 2 kilos de cocaïne, mais on le laisse en liberté. Le troisième, il a violé une petite gamine, mais on le laisse en liberté aussi. Tous ces juges-là peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ne sont pas du tout notés. Le tout, c'est qu'ils soient copains avec les procureurs, c'est-à-dire avec les psychopathes. Et on est toujours dans un circuit fermé, dont on ne peut pas sortir. On est coincé dedans. En revanche, si c'est maintenant des cours d'appel qui sont révisés par le peuple, et que ce soit le peuple qui dirige les cours d'appel, le peuple, il juge en toute logique, en toute santé mentale. Et la santé mentale, il va se dire, le mec, il a volé 1 kilo de pâtes pour nourrir sa famille, c'est pas en le mettant à prison qu'on va arranger les choses, ni pour sa famille, ni pour la société. Donc, il va beaucoup hésiter. La personne normale que vous êtes, j'espère, va pas mettre ce gamin en prison pendant 3 mois pour un truc ridicule. En revanche, l'autre, il a frappé, il s'est arrêté de nuit. Et là, je vous donne des exemples réels, hein, concrets. Chose qui se passe près de Montpellier. Le mec, il est avec 2 copains, ils ont un peu picolé, ils prennent la voiture, ils sortent et sur la route, ils voient un jeune dans son garage en train de réparer son vélo. Ça les amuse, ils s'arrêtent, ils descendent et ils s'amusent à taper sur le jeune. Mais ils le tapent tellement que le môme, il a failli en mourir et qu'en plus de ça, en urgence, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à lui sauver la vie, mais il était tétraplégique jusqu'à la fin de ses jours. Il ne pourra plus jamais bouger un mouvement, bouger un membre, ni rien. Eh bien, le môme qui a fait ça, il a été relaxé le jour même. Il n'a même pas fait un jour de prison. Relaxé le jour même, tout simplement parce qu'il est le fils du procureur. Donc, tant qu'on est dans un monde comme celui-là, on n'a plus aucun avenir. Tant qu'on est dans un monde où un mec comme Trump peut violer toutes les lois du droit international, agresser un président en exercice dans son pays, l'arrêter, le mettre en prison, placer ensuite un copain à lui ou une copine à lui
qui met à la tête du pays. Ensuite, déclencher une guerre contre l'Iran qui ne lui a rien fait et de commencer sa guerre en envoyant une bombe pour massacrer 170 enfants dans une école. Et ça, c'est du droit. Donc, on est dans un monde qui est totalement inversé. C'est l'inverse qui est en train de vivre à tous les niveaux. Et je crois vraiment que là, on a une opportunité, si on fait valoir ce droit international, je retrouve ma liberté, et on a une urgence qui est celle de la loi numérique. Et la loi numérique, elle arrive au mois de septembre, elle a été votée avec vos Mélenchon, je ne sais plus comment ils s'appellent tous, je n'arrive même pas à me souvenir de ces gens-là, là, le petit jeune du RN, là, avec Le Pen, l'autre. Tous ces gens ont voté pour cette loi, la loi numérique. Ça veut dire qu'à partir de septembre, il n'y a plus d'argent en espèces. Et la loi est passée. Et la loi est passée, pourquoi? Parce qu'on est hors la loi. Parce qu'ils peuvent faire des lois comme ça tant qu'ils acceptent d'être sous l'Europe. Mais on n'est pas dans l'Europe, puisqu'en 2005, on a voté non. Et nous, le peuple souverain, on a voté non, c'est très clair. Donc, on n'est pas dans l'Europe. Et on n'en a rien à faire de ce que fait l'Europe. Si eux, ils ont envie de s'amuser à esclavager leur clientèle, et les Allemands, les Italiens, etc., si eux, ils disent rien, ben, qu'ils le fassent. Mais je peux vous assurer, et j'en suis vraiment convaincu, que si nous, la France, on s'élève pour réveiller notre monde et qu'on rappelle à tout le monde qu'on n'est pas dans l'Europe et qu'on n'en a rien à foutre des lois européennes et qu'on fait nos propres lois et que c'est nous, le peuple, qui dirigeons notre vie, je peux vous garantir que les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Belges, tous vont nous suivre très vite. Donc, dès ce 27 juin, si vous approuvez mes propos, si vous décidez de me remettre en liberté, alors on pourra commencer à être le premier noyau qui va mettre en route les choses. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire ce soir, avec en plus le plaisir d'avoir Sandrine à mes côtés, qui est, en fait, pour être tout à fait honnête, je me sens très bien lorsque, et je m'en rends compte depuis longtemps, lorsque j'attire des gens qui pensent, les gens qui aiment penser, les libres penseurs, les vrais libres penseurs. Et ça, c'est un bonheur d'être en rapport avec des gens comme ça, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger des idées, de pouvoir faire évoluer nos idées respectivement. C'est un enrichissement fabuleux. Et un enrichissement qui ne nécessite ni diplôme, ni culture, ni quoi que ce soit. Si je vous disais la quantité de choses que j'apprends avec des paysans, des gens qui connaissent que leur terre, qui ne cherchent pas à entrer dans aucun... Non, ça ne les intéresse pas. Mais par contre, vous voyez un oiseau passer, il vous dit immédiatement quelle variété c'est, comment il vit, à quel moment ils ont les petits. Il connaît tout ça. C'est une richesse extraordinaire. Et ces richesses-là, on les a tous, tous. On est capable d'enseigner une multitude de choses à nos amis, à nos voisins, à nos correspondants, parce qu'on a cette richesse. Et c'est ça la démosophie. C'est cette richesse fabuleuse qu'on partage tous et qui nous fait tous évoluer. Le temps que je passe dans cette campagne, j'apprends énormément de choses. Mais en même temps, moi aussi, je transmets des idées, etc., qui sont celles d'un Parisien, de quelqu'un qui a eu sa forme de vie et qui, à travers ces échanges, le transmet aussi. Et donc, c'est un enrichissement mutuel et permanent. Voilà ce qu'offre la démosophie. Et c'est valable d'un pays à l'autre, c'est valable d'une culture à l'autre, c'est valable d'une religion à une autre, c'est valable pour tout le monde. Donc, on est dans un pays qui a cette force d'avoir bâti des valeurs qui sont belles, qui sont les valeurs du christianisme, qui sont des valeurs de partage, des valeurs honorables, des valeurs de dignité. Mais vous retrouvez les mêmes valeurs chez les musulmans, chez les juifs, chez les shintoïstes, chez les taoïstes, chez les bouddhistes, chez qui. Vous retrouvez les mêmes valeurs profondes parce que c'est celle de l'être humain réel, quand il n'est pas dévié, aliéné par les tordus qui essayent de prendre le contrôle du monde. Et les États-Unis ont pris cette tendance, mais sous l'impulsion d'un tout petit groupe qui a lancé une machinerie infernale il y a plus de 300 ans maintenant. Et cette machinerie, elle est en train d'arriver à bout. Et là, on arrive tout au bout, c'est-à-dire que le nouvel ordre mondial est en train de gagner. Ils vont déclencher la guerre mondiale, les guerres civiles, et on va y être en un rien de temps. Ils peuvent le déclencher le plus rapidement possible tant qu'ils ont
ce genre de dirigeants qui sont toujours basés sur la domination. Les Américains se considèrent les maîtres du monde, alors que ce sont nos rebuts européens. L'Amérique, elle a été créée par les filles à soldats et par les soldats, c'est-à-dire les rebuts européens. Et ces rebuts n'ont jamais rien créé. Ils n'ont fait que provoquer des guerres pour le pillage. Et les États-Unis aujourd'hui, qu'on estime un grand pays, c'est un grand pays par le pillage et le vol des matières premières, des richesses des autres, etc. Mais eux sont capables de produire rien. Tout ce qu'ils ont produit, ça vient d'ailleurs. Alors, je ne suis pas très sympa avec les Américains peut-être, mais je trouve que sans eux, le monde se porterait beaucoup mieux. Mais le monde est comme il est. On a, nous, la possibilité de remettre la France dans sa vraie position, et sa position depuis 300 ans, c'est celle du phare de l'humanité, c'est-à-dire de ceux qui proposent et offrent au monde entier, grâce à ce texte de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, on a un pays extraordinaire de puissance, non pas par les armes, mais par l'amour, par la coordination, par notre capacité, notre sensibilité. On a cette richesse extraordinaire. Regardez en ce moment le nombre de gens qui vous disent on est en train de passer dans une autre dimension, on est en train de voir élever nos vibrations, etc. Tous ces termes qui ne sont pas toujours justement employés, mais peu importe, qui reflètent tous cette notion métaphysique. Et cette notion métaphysique nous place à un niveau avancé par rapport à l'humanité. Et c'est nous, Français, qui devons aujourd'hui déclencher cette démosophie qui va libérer le monde complètement. Voilà, je vous ai un petit peu saoulé, peut-être, pardon. Je voulais me permettre une petite mise en forme, Eric, c'est possible? Bien sûr. Voilà, parce que vous avez tellement de choses à raconter, c'est normal, c'est votre expérience, votre long parcours dans la résistance et dans la dissidence qui… dire ça, on va croire que je suis vieux. Mais bon, c'est normal. Et puis, beaucoup de choses se sont succédées, que ce soit les dernières années sous le règne monarchique d'Emmanuel ou que ce soit les décennies qui le précèdent. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont nécessité finalement une accumulation mentale d'informations pour… au bout d'un moment, lorsqu'on a tellement de choses à reprocher à quelqu'un ou à un système, on ne sait plus quoi reprocher et on ne sait plus quoi dire et en fait, on peut se perdre. Donc, c'est pour ça que je voulais une petite mise en forme pour expliquer la démarche qui vous a motivé à faire ce live ce soir et pour laquelle je vous accompagne. Parce qu'effectivement, elle rejoint cette dynamique de reprise de la liberté et de la souveraineté du peuple par le tribunal populaire, peu importe la forme que ça prend, mais c'est le moteur à l'action. Donc, en fait, ce que le peuple doit comprendre, ce que ceux qui nous écoutent ce soir doivent comprendre, c'est que compte tenu des éléments portés à la connaissance d'Éric Fiorile, il a en 2015, que je ne me trompe pas, c'est ça? 2015. Ouais, 2015, créé de transition. Voilà, créer un Conseil national de transition, c'est-à-dire c'est le gouvernement du peuple. Hein? Le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, constitué en conseil de sages, c'est-à-dire que ce Conseil national de transition réunit les individus volontaires considérés comme étant les plus sages pour mettre en route un changement entre l'état systémique actuel et le système tel que le peuple le souhaite. Il faut bien une transition, il faut bien un point de bascule. Il n'est pas question de mettre un terme à un système n'importe comment, anarchiquement, mais d'organiser la restructuration d'un nouveau système, d'un nouveau paradigme sociétal. Donc, Éric s'est attelé à créer ce Conseil national de transition, dont la déclaration a été faite auprès de l'ONU. Ce Conseil national de transition s'est employé également à créer les structures institutionnelles qui permettent d'organiser à minima la société en attendant que le peuple se décide par lui-même à choisir son mode de fonctionnement. Donc, ce CNT qui repose sur la sagesse, donc ce CNT démosophie,
permet au peuple de reprendre sereinement, on va dire institutionnellement, même si ça n'existe plus, puisque comme Éric vous l'a évoqué, nous n'avons plus de constitution, nous n'avons plus de loi, nous n'avons plus de représentants, puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a été violée dans son article principal, le 16, qui fait s'écrouler tout ce qui repose sur elle, c'est-à-dire que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution, n'a point de constitution, n'a point de constitution. Le fait d'entendre que le peuple de France n'a plus de constitution, ça veut dire qu'il n'y a plus, ne plus avoir de constitution fait s'écrouler toutes les institutions qui reposent sur cette constitution qui elle-même repose sur la DDHC. Il n'y a donc plus de loi, tout est rendu caduc et obsolète. Donc le peuple ne le sait pas parce que, bien entendu, l'information ne lui est pas transmise et chaque fois que quelqu'un tente de la lui transmettre, il est censuré. Le peuple doit savoir qu'il a la possibilité, naturellement, mais ça c'est trop long et trop difficile pour le lui faire intégrer, il a la possibilité institutionnellement de changer de paradigme sociétal sans avoir à entrer dans des manifestations, dans de la rébellion, dans de l'anarchie, simplement en se rassemblant autour de ce Conseil national de transition, hein, qui ne fait pas office de monarque de la France, c'est-à-dire c'est pas un conseil, ça devient pas le roi de la France, la personne qui sera à la tête de ce conseil transitoirement n'est pas le monarque de la France. On emploie le terme de président pour dire qu'une personne préside, hein, une structure quelle qu'elle soit. Donc la personne qui va présider ce conseil national de transition, en outre son créateur, Éric Fiorilde, ne se prétend pas être le détenteur de la vérité absolue et avec l'exigence d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, mais il est le créateur de ce Conseil national de transition qui a pris tous les risques pour le mettre en œuvre, le créer. Et donc, le peuple doit savoir que de manière très organisée, très simple, il peut tout simplement intégrer ce Conseil national de transition. Les structures qui y sont associées et qui sont tenues par des sages, hein, qui connaissent un petit peu la politique, la géopolitique, parce on peut pas laisser les manettes d'un véhicule à quelqu'un qui ne sait pas conduire. Il faut un minimum de connaissances et de sagesse pour prendre en main un véhicule qui est au bord du précipice, hein, comme c'est le cas de la France. Et donc, ce Conseil national de transition fait office de gouvernement officiel du peuple. Ne pouvant pas, et je sais que ça fait des années et des années que Éric travaille là-dessus, sans compter tout ce qu'il a subi, hein, son emprisonnement, etc. Hein, il subit la même chose que toutes les personnes impactantes, hein, en France, hein, les suicidés, les Olivier Marleix et tant d'autres, ceux qui sont internés en psychiatrie, Fourtillan, Sophie Alric, etc. Toutes les personnes qui vont revendiquer la vérité, comme elles représentent une minorité courageuse, beaucoup la connaissent la vérité, mais peu la disent. Donc, tant que les détenteurs de vérité seront en nombre restreint, évidemment, ils seront attaquables. C'est pourquoi il y a une nécessité d'organisation absolue. Il faut que le peuple se réunisse et il faut bien une structure pour que le peuple se réunisse. Et le Conseil national de transition est la structure la plus adaptée, la plus institutionnalisée, si je peux dire, pour permettre de rassurer les personnes qui ont peur d'être livrées à elles-mêmes, pour que le peuple reprenne ce qui lui appartient. Bon, ça, c'est un point. Le deuxième point qui est à rappeler, bien sûr que l'être humain est principalement le citoyen, comme il est dénommé au sein du système français nommé République. Le citoyen est soumis à un rythme de vie qui l'empêche d'accéder à l'information juste, ou du moins dès qu'il y accède, il est tellement fatigué par ses contraintes quotidiennes, ses responsabilités familiales, son travail, le harcèlement financier sous forme de taxes, d'amendes, de factures, qu'il ne peut pas prendre tout le temps de décortiquer. Il faut avoir le temps de décortiquer pour comprendre le système, ce qu'il sous-tend et ses ambitions. Donc, le peuple ne sait pas, lorsqu'il souhaite se défendre, qu'en fait, d'abord, il est le souverain, donc il est le détenteur de tous les pouvoirs, que le gouvernement
n'est constitué que d'élus représentants. Quelqu'un qui représente le pouvoir n'est pas le pouvoir. Donc Emmanuel Macron n'est pas le pouvoir. Il n'est pas le décisionnaire du système français, de ses fonctionnements. Il n'a pas à faire sa loi. Pire encore, si nous devons considérer la France comme un véhicule n'est pas enfermé dans un autre véhicule. C'est-à-dire que la France n'a pas à être sous le joug de lois européennes, de l'Union européenne. En plus, nous avons massivement refusé la Constitution européenne. Bien entendu, on va pas s'attarder sur le fait que elle a été instaurée en catimini par Nicolas Sarkozy, qui a ratifié ou non ratifié le traité de Lisbonne en 2007. Peu importe, il se fiche de la vie du peuple, il se fiche de la paperasse. Ils savent que le peuple est soumis à des pressions quotidiennes et qu'il n'a pas le temps de mettre son nez dedans. Ils font les aveugles, ils font semblant de ne pas voir les réactions pour continuer à avancer dans leur plan, leur projet, qui doit atteindre son objectif en 2030 et je pense qu'il l'atteindra avant. Donc voilà, le peuple de France n'est pas respecté, mais ce qu'il doit savoir, c'est que son système sociétal n'est pas un système naturel, c'est une construction humaine. Cette construction humaine est choisie normalement par l'ensemble d'un peuple. Nous acceptons de faire société. Nous acceptons de rédiger une déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui nous fait respecter au sein de cette société. Nous acceptons de créer une constitution qui va mettre en place des lois qui nous permettront cette organisation. Le peuple a oublié ou ne sait pas, pour la majorité, que le système que nous vivons n'est pas une obligation, c'est une création, une illusion, une construction humaine. Une construction humaine qui est régie par des règles qui, si elles ne sont pas respectées, n'existent plus. La construction s'effondre. Les piliers de cette construction, c'est la DDHC. D'accord? À partir du moment où la DDHC, donc les piliers de cette construction d'une société humaine française, à partir du moment où les piliers de cette construction s'écroulent, la maison s'effondre. Donc, ce que les Français doivent absolument savoir, c'est que nous n'avons plus de constitution, parce que nous n'avons plus de déclaration, parce que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été violée dans ses fondements. N'ayant plus de constitution, nous n'avons plus de représentants, nous n'avons plus de loi, et il est de notre devoir de reprendre ce qui nous appartient et de nous réorganiser sereinement à partir d'une structure qui respecte les droits et libertés de l'être humain que la DDHC de 1789 n'a pas omis de nous rappeler, parce que la personne qui l'a écrite savait très bien que le peuple serait progressivement amnésié. Donc effectivement, Eric vous le rappelle, en septembre, nous allons basculer dans le numérique, dans la monnaie numérique, et alors là, c'est le point final à tout, c'est-à-dire que nous n'avons plus mainmise sur rien. Hein? On vous sanctionne en un clic, on vous bloque vos comptes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu affaire à ça. Moi, j'ai eu des comptes bloqués pour me prélever ci, pour me prélever ça. On y est. On va droit dans le mur. La majorité de la population n'entend pas. On va droit dans le mur. Bon. Il faut mettre un terme à tout ça et assez rapidement. Cette notion de tribunal populaire, qui, de mon côté, je ne connaissais pas Eric à ce moment-là, on s'est vraiment rejoint sur cette notion de tribunal populaire. Pour moi, il était question de mobiliser le peuple dans sa totalité et d'organiser des tribunaux populaires partout en France, dans toutes les mairies, pour mettre un terme définitif à ce système avec l'association des maires de chaque commune. Ça a eu du mal à se mettre en route. Bon, je pense que les gens ont peur. Ça peut se comprendre, hein, avoir peur. Mais quand on fait masse, on fait poids. Et quand on fait poids, on fait loi. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de se rassembler. Donc, ce tribunal populaire a fait pchit dans la forme, mais pas dans le fond. Beaucoup l'ont ensuite un petit peu partagé. Donc, je pense que c'est resté dans l'inconscient collectif. Mais Eric, qui lui aussi avait cette notion de tribunal populaire, a cette idée, qui n'est pas une mauvaise idée, de démarrer un premier tribunal populaire, non pas pour mettre Emmanuel Macron sous la guillotine, mais pour commencer à faire la justice du peuple par le peuple. Donc, Éric Fiorile estime que c'est le peuple qui doit juger de son affaire et d'estimer s'il est coupable ou pas, ou s'il va pouvoir à nouveau
être libre de ses mouvements, d'aller voir sa famille, de profiter sereinement de ses petits-enfants, comme tout être humain en a le droit. Et donc, ce serait une amorce à finalement une prise de conscience du peuple de reprendre ce qui lui appartient, en commençant par sa justice. La justice est corrompue parce que le système est corrompu. Mais la justice, elle se voit sous sa forme visible à travers les institutions judiciaires, mais la justice, elle s'applique aussi dans le quotidien des Français. Beaucoup de choses sont injustes. Donc, la justice est un moyen, on va dire une amorce, mais elle doit être rétablie dans tout le système, à tous les niveaux. Et pour ça, il faut que le peuple se mobilise et reprenne ce qui lui appartient. Donc, il y a ce tribunal populaire. Ensuite, je voulais évoquer une autre chose, parce que moi aussi, quand je démarre, je suis une pipelette. Alors, je vais quand même ajouter un petit quelque chose, c'est qu'on a des appuis indirects qui vont être présents. Il va y avoir non seulement des docteurs en droit, donc des gens vraiment spécialisés qui vont pouvoir trouver les formules d'expression correspondant le mieux à la situation, mais on va avoir aussi l'appui de gens comme Kevin Annett, que certains d'entre vous ont connu il y a une dizaine d'années, qui lui a mené le même combat pour défendre les Indiens au Canada, qui étaient maltraités en particulier par la couronne britannique, qui venait prélever les enfants dont il voulait et qui prélevait dans les tribus des enfants dont il faisait ce qu'il voulait après, ça vous en doutez. Et lui, il a réussi à les mobiliser et à créer un univers au Canada dans lequel ils sont maintenant sécurisés, en sécurité. Par ailleurs, il y en a d'autres qui m'ont rejoint, en particulier Andrea, qui est un Italien, un groupe qui s'appelle Sane en espagnol, un autre groupe en Allemagne. Donc, on n'est pas tout seul. On a beaucoup de gens qui veulent aller dans le même sens. Mais nous, on a ce plus d'être la France. Et la France, avec son prestige, avec sa notoriété mondiale, la France, demain, peut redevenir la première puissance mondiale. Pas une puissance par le nombre d'armes. Ça, c'est le concours des gens comme Trump ou d'Israël ou de tous ces pays qui sont là à vouloir absolument s'armer. Nous, on est la puissance de la réalité, la puissance du vrai, la puissance de l'authentique humain. L'authentique humain, c'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est l'union, c'est la coopération. Si on est capable de cette force-là, tous ces pays vont nous suivre très, très vite. Au Canada, ils sont très mal. Ils sont dans la même situation que nous. Il y a des gens comme nous en ce moment qui font la même chose que nous. Mais ils n'ont pas cette structure en plus, ce génie français. Mais dès qu'on va le déclencher, ils vont tous nous suivre. Oui, je peux me permettre d'ajouter quelque chose, Eric? Oui, bien sûr. Oui, alors, on rencontre tous la même difficulté, c'est-à-dire de rassembler. Pourquoi le peuple est si difficile à rassembler? D'une part, parce qu'une grande portion n'a pas conscience du plan, en fait, hein, n'a pas conscience de la prison, ne voit pas les barreaux. Et une autre partie souhaite, on ne peut pas se cacher que beaucoup de personnes, dans une situation favorable, tirent profit du système actuel, c'est-à-dire le système leur est favorable et ils ne voient pas d'intérêt à le faire changer. Mais il y a un point plus important. Ce que j'évoquais aujourd'hui et que j'ai souvent partagé sur mon fil d'actualité Facebook, c'est que qui dit parti dit division. Lorsque l'on est une nation, que l'on prétend être un ensemble d'individus constitués qui forment une nation, on ne peut pas fonctionner sous le joug de plusieurs partis parce que les partis en elles-mêmes divisent un peuple. Donc le peuple étant divisé en plusieurs partis, en plusieurs portions, chacun va vers le représentant qui lui semble être l'idéal pour représenter ses opinions personnelles. Donc le système lui-même divise, le système lui-même et ses fonctionnalités empêchent le français qui se considère comme faisant partie de la nation France de se considérer comme un peuple uni. Hein, chacun tire la couverture vers soi.
Donc, il faut briser cette notion de parti qui contraint à une division et qui contraint finalement le peuple qui est sous le joug de ce gouvernement liberticide et meurtrier, parce que je dis meurtrier, je l'affirme meurtrier, le peuple qui est sous le joug de ce gouvernement meurtrier n'a pas cette idée de se dire mais pétard, on est un peuple, même si c'est moi qui ai la situation la plus favorable actuellement, toute une partie de moi-même, Unité France, est dans la souffrance. Je ne peux pas accepter ça. Si j'accepte qu'une partie de mon entièreté, de mon entier, de mon unité soit en souffrance, je ne peux plus parler de nation. Je ne peux plus me considérer comme français parce que les Français sont un peuple. 68 millions d'individus, pas 5% de favorisés. 68 millions d'individus. On ne peut donc pas considérer une situation de son point de vue personnel lorsque l'on fonctionne collectivement, en société, en nation. Donc, le peuple entier doit s'unir pour agir. Bien évidemment, et je vais terminer et clore peut-être cette soirée avec cette phrase que je vous ai dit au tout début, cette phrase qu'on attribue à Rothschild, même si elle n'est pas de lui, l'argent, quand on le possède, il n'y a plus de loi, il n'y a plus besoin de loi. Et c'est pour ça que dans notre système actuel, vous avez une multitude de gens qui aujourd'hui ne pensent plus qu'aux élections, ne pensent plus qu'à qu'est-ce qu'ils vont pouvoir tirer. Alors, je vais vous dévoiler quand même comment ça se passe, parce que j'ai vécu avec les politiciens, je les ai bien connus. Celui qui monte un parti, il a des adhérents. Et la valeur de son parti grossit en fonction du nombre d'adhérents. Or, sachez, et beaucoup de gens ne le savent pas, sachez qu'il y a des sociétés d'études qui étudient la valeur d'adhérents, par exemple. On va donner, ces sociétés vont donner une valeur à chaque adhérent, et cette valeur est celle que vend le chef du parti ensuite aux autres partis. Et c'est pour ça que vous avez des fois des alliances très bizarres entre des groupes qui vous paraissent totalement opposés l'un à l'autre, simplement parce que l'autre a eu l'argent pour acheter la partie du premier, car chacun est un égoïste, un égocentriste. Ce sont tous des petits nombrilistes, ce sont tous des Donald Trump. Ils sont là, moi, moi, moi. Et ils veulent l'argent et le pouvoir de ne pas dépendre des lois. Et quand vous avez vraiment assimilé comment ils fonctionnent tous, alors vous savez tous comment les juger. Ils en sont tous au même point et tous capables de toutes les promesses, tous capables du vent. C'est du vent en permanence. Et en ce moment, pour vous dire un peu comment ça se passe, parmi tous ces gens qui essayent de me proposer de m'affilier ou de faire se rejoindre à moi leur mouvement, parmi les différents mouvements récemment, il y en a un qui a commencé à dire que je ne suis pas l'auteur de la démosophie. Alors, je peux vous dire qu'en ce moment, mes enfants vous regardent et qu'eux ont participé à l'écriture avec moi et aux traductions, etc. Ça les fait bien rire. Et il y en a même un encore tout récemment qui vient de dire que c'était pas que j'avais copié le livre de la démosophie sur un grec, l'autre sur un espagnol. Non, j'ai écrit le livre en espagnol parce que je vivais en Espagne et je voulais le commercialiser en Espagne en premier. Ensuite, je l'ai mis en français. Et donc, c'est pour ça que mes enfants y ont participé. Et en grec, non, j'ai jamais eu aucun contact avec la Grèce jusqu'à présent. Mais ça rappelle bien que Rothschild définit parfaitement ce qu'est la République. Le principe de République, c'est chantage, corruption. Si vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut soumettre au chantage par les saloperies que vous avez faites, si vous n'êtes pas avide d'argent, vous ne serez jamais président. Si vous voulez monter dans la hiérarchie, si vous voulez arriver ministre, si vous voulez arriver aux belles places, il faut entrer dans le jeu. Et pour entrer dans le jeu, il faut être corruptible. Voilà, bon, c'est pas joyeux. Si je vous racontais tout, je vous dégoûterais complètement de beaucoup de gens. C'est pas mon objet. Je ne m'intéresse pas aux autres. Ça ne m'intéresse pas. Ils peuvent se bagarrer tous les uns avec les autres, faire tous leurs petits partis, et comme vient de le dire Sandrine, provoquer le maximum de divisions. Et croyez-moi que là, à chaque élection, il y en a de plus en plus. Et moi, je vous propose qu'on sorte de toute cette folie avant
avant parce que de toute façon, ces élections se passeront sous le contrôle du nouvel ordre mondial, qui contrôle les bureaux de vote, qui contrôle les sélections, savoir qui peut se présenter ou pas, que tout le jeu est faussé depuis le début. Il y en a marre du faux, il y en a marre du mensonge, il y en a marre des fausses vidéos, des faux personnages. On veut du vrai. Et ici, on y est. Et on va essayer de rester toujours dans l'authentique. Merci à vous tous d'avoir eu la patience de nous écouter. Moi, surtout, pardon, j'ai occupé pas mal la place. Mais bon, je voulais que vous connaissiez Sandrine, qui fait un super travail, elle aussi, même si elle a été un petit peu dégoûtée par le manque de résultats. Mais on l'est tous parce que peu de gens savent porter la parole. Et moi, je n'ai jamais monétisé, jamais essayé de gagner d'argent avec les vidéos. Jamais rien tenté dans ce domaine-là, c'est à vous de le faire. Moi, ma part, je crois que je l'ai fait largement. Et depuis 15 ans, j'ai eu l'occasion de faire une sélection pour avoir tout ce qu'il y a de mieux en économie, en géopolitique, en santé, en éducation scolaire, pour avoir vraiment le mieux du mieux. Et j'ai les gens pour ça. Je les ai déjà avec moi. Donc, continuons simplement à le faire, mais votre travail à vous, c'est de transmettre cette vidéo, de faire connaître nos idées, sachant qu'il ne faut que 3 mois pour mettre en place cette structure. Et en 3 mois, c'est fini, on n'a plus aucun problème, car la France est excessivement riche, croyez-moi. Et Macron, là, il voudrait encore se gaver pendant 1 an, vendre nos dernières entreprises, couler les dernières et continuer à ramasser un maximum. Mais si on se déclenche, on va arriver à empêcher que tout ça arrive et sauver notre patrimoine et garder et retrouver très vite notre qualité de vie. Car notre qualité de vie, c'est notre tous les jours. Et notre tous les jours, il est là, à portée de main, avec des moyens énormes. Le tout, c'est de ne pas laisser ces gens continuer de le piller. Voilà, merci à vous tous pour les efforts que vous allez faire pour faire connaître cette vidéo, pour peut-être la répercuter sur d'autres plateformes, je ne sais pas. Ça, je ne suis pas doué dans ce domaine, je ne suis pas un bon commerçant. Mais la porte est ouverte à tous et bienvenue à tous ceux qui veulent participer avec nous dans ce mouvement. Donc, j'ai même pas envie de créer des listes, d'entrer dans tous ces schémas. Je l'ai fait il y a 10 ans, j'ai commencé à le faire. On était déjà plus de 100 000 en France. Et c'est probablement ce qui a fait très peur à Macron et qui fait qu'il a déclenché la police politique contre moi et qui m'ont mis en prison et qui m'ont volé mon site web. Il y a plein de nouveaux, des nouveaux qui arrivent en disant c'est moi aussi le CNT. Bon, je laisse tout ça. J'ai pas envie d'entrer dans les polémiques et les bagarres avec des gens qui m'intéressent pas. Donc, eux tous sont là pour cette République, ils veulent y prendre leur place, ils veulent y prendre leur profit. Je les laisse faire. Mais par contre, je compte sur vous. Je pense que vous avez des capacités de faire changer cette France qui est mal engagée pour l'instant. Vous avez la possibilité de changer les choses, ne serait-ce qu'autour de vous. Et rien que ce petit contact d'autour de vous, de faire connaître cette vidéo, de parler aux gens de nos concepts et de dire voilà, là, on pourrait et on peut le faire nous-mêmes. Faire nous-mêmes. Ça, c'est l'avenir de l'humain, de s'assumer l'humain. C'est ça. Et j'allais dire, n'oubliez pas, il y a le premier tribunal du peuple qui s'ouvre le 27 juin à Angoulême. Oui. Alors, malheureusement, on sera obligé, parce que je n'ai plus aucun moyen, ils m'ont tout pris, mais vraiment tout pris comme vous ne pouvez pas imaginer. Je vais être obligé de mettre une mini cotisation le plus petit possible. J'attends les prix des salles, etc., pour avoir un tarif le plus favorable possible, mais il faudra une participation de chacun et permettre qu'on soit le plus nombreux possible. Et plus on sera nombreux, et plus cette situation juridique pourra évoluer rapidement. Et dès ce tribunal, et si ça se passe comme je l'espère, ça commencera déjà à faire changer les choses en France parce que ce sera vite répercuté par nombreux communicants qui vont être là, par
les vidéos et on va filmer tout, on n'a rien à cacher, tout doit être public, tout doit être montré. Et donc, je pense que ça va être une journée tout à fait exceptionnelle. C'est ça. Voilà, rendez-vous au 27 juin. Bonsoir à tous. Bonne soirée, bonsoir Eric. Et merci pour l'invitation.